Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la 3e option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre 4e option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile.
Le tunnel entre ces deux points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallett est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains que même si tu vivais une telle expérience, tu existerais toujours dans le présent. C'est parce que la chronologie qui existe déjà a une façon de s'ajuster, indépendamment de l'endroit où les gens se trouvent dans le temps et de ce qu'ils y font. Ou alors, il faut avoir une puissance de 1,21 gigawatt et une DeLorean sous la main, et faire comme Marty McFly, voire Retour vers le futur. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place ? Mais comment ça fonctionne ? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps ? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens humains et dinosaures ? La naissance de l'univers ? Le futur ? Qui sait ? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible ? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil, parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme ? Par exemple, un cône ? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi ? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps.
Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte. Si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ?
Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Tu connais la phrase de Stephen Hawking « La meilleure preuve que nous ayons que les voyages dans le temps ne sont pas possibles et ne le seront jamais, c'est que nous n'avons jamais été envahis par des hordes de touristes venus du futur. » Mais que se passerait-il si ces visiteurs voyageaient bien jusqu'à notre époque, mais qu'ils le faisaient en cachette? Il se peut même que tu aies déjà rencontré l'un d'entre eux. Découvrons les voyageurs du temps les plus célèbres. Je te présente Orin. C'est un cyborg qui nous vient de l'année 2050 pour empêcher la prochaine fin du monde. En 2020, il est apparu dans une émission de télévision où il a dit que le monde entier était à l'intérieur de la matrice. Il a ensuite fait la une des journaux et a donné une interview à une chaîne YouTube populaire. Pour prouver qu'il était bien un cyborg, il a fait une démonstration de sa voix robotique, qui pourrait tout aussi bien être fabriquée à l'aide d'un simple programme informatique. Et il s'est aussi désigné par le terme « nous », car il s'est déclaré être une conscience collective venue sauver l'humanité. Orin est devenu célèbre pour ses prédictions sur l'avenir proche, mais il s'est avéré que de nombreux experts avaient déjà annoncé ses conjectures auparavant. Il a également déclaré qu'une énorme entreprise était en train de supprimer l'humanité et que nous nous trouvions à l'intérieur d'une simulation informatique complexe. Si nous ne nous améliorions pas ou ne prenions pas soin les uns des autres et de la nature, la fin commencerait en 2050. Orin n'apparaît plus dans les grandes émissions, mais il a une petite base de fans qui se passionnent pour toutes sortes de théories fantastiques. Un autre voyageur du temps se nomme Adam Archon et il nous arrive de 2045. Sur YouTube, on trouve une interview de lui dans laquelle il a partagé quelques détails sur l'avenir des États-Unis. Après quoi, la vidéo est devenue virale et a fait la une de nombreux journaux. Archon a indiqué que le dernier président officiel du pays serait la fille de Martin Luther King III, Yolanda Renee King, et qu'elle deviendrait le plus grand président américain de l'histoire. Un autre événement passionnant qu'Archon a annoncé est censé se produire en 2028. Il a affirmé que les gens découvriraient l'existence de civilisations extraterrestres. Il a ajouté que ces créatures ne viendraient pas de l'espace. Le voyageur a également noté que le monde passerait à une monnaie numérique unique et que tout l'argent liquide disparaîtrait. Bien sûr, personne ne l'a cru. Alors, les experts lui ont fait passer un test au détecteur de mensonges. Et Adam Archon l'a passé avec succès. Il a dit qu'il avait une puce dans la main pour faciliter le voyage dans le temps. Une civilisation extraterrestre arriverait sur Terre en 2028 et en 2045, les gens seraient plus proches des robots. Le détecteur de mensonges n'a pas indiqué qu'Archon mentait. Mais cela ne signifie pas qu'il dit la vérité, puisqu'on peut tromper l'appareil à l'aide d'un entraînement spécial. Quoi qu'il en soit, en 2028, nous saurons si Archon avait raison ou tort. Tous ces voyageurs du temps arrivent dans le passé, mais pour une raison inconnue, n'utilisent pas les connaissances du futur. Et toi, que ferais-tu si tu pouvais revenir 50 ans en arrière ? Peut-être investirais-tu de l'argent dans des actions d'une jeune entreprise qui deviendra une grande société extrêmement lucrative.
Dans ce cas, tout le monde croirait que tu viens vraiment du futur. Et d'ailleurs, un homme l'a fait. Il a investi 800 $ en bourse et en a tiré 350 millions de dollars. Ce type s'appelait Andrew Carlson et il a touché un gros lot en 2003. Cependant, il n'a pas réussi à profiter de sa toute nouvelle richesse car le FBI est venu le chercher. Andrew avait vendu des actions et en avait acheté d'autres avec beaucoup de succès. En quelques mois, il était ainsi devenu millionnaire. Mais la Commission des valeurs mobilières ne pouvait pas croire à de telles coïncidences et elle a donc appelé le FBI. Pendant l'interrogatoire, tout le monde était persuadé qu'Andrew commencerait à se justifier et à dire qu'il avait eu de la chance. Mais au lieu de cela, il a répondu calmement qu'il venait de l'année 2256 avec l'aide d'une machine à voyager dans le temps. Bien sûr, personne ne l'a pris au sérieux. Mais lorsque le FBI a commencé à chercher des informations sur cet homme, il n'a rien trouvé. Andrew Carlson n'avait aucun papier. Il ne figurait dans aucune base de données. Il était sorti de nulle part et avait commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a été interrogé pendant environ 4 heures et il s'est comporté plutôt calmement. Il semblait dire la vérité. Cependant, il ne leur a pas révélé où se trouvait la machine à voyager dans le temps. Lorsque la presse a découvert cet homme, il est immédiatement devenu une célébrité. Des sites d'information très connus ont commencé à écrire sur cet homme. Des articles sont parus au Japon, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et bien sûr, les journalistes ont commencé à appeler le FBI pour obtenir plus de détails sur ce type. Et le FBI leur a dit que toute cette histoire était une fiction et qu'il n'y avait pas d'Andrew Carlson. Des informations à son sujet sont apparues sur une page internet connue pour ses fake news. À un moment donné, l'article sur le voyageur du temps s'est retrouvé sur Yahoo, où il est devenu viral. Ainsi, comme nous le voyons, toutes les déclarations sur les voyageurs dans le temps sont soit des fictions, soit des mensonges. Ce sujet des voyages dans le temps est apparu grâce à des films et des livres fantastiques qui le développaient. La culture populaire a beaucoup influencé ce concept et a créé plusieurs théories affirmant que le voyage dans le temps était réel. Et certaines personnes y croient vraiment, en particulier celles qui ne sont pas du tout scientifiques. Mais justement, qu'en pensent les pros? De tels voyages sont-ils vraiment impossibles? Essayons de le découvrir. Les scientifiques disent que oui, le voyage dans le temps est une réalité, car en fait, nous voyageons déjà dans le temps. Le temps avance et nous avec lui. Nous pouvons appeler cela un voyage. Mais si nous devons nous rendre dans le futur ou retourner dans le passé, tout devient beaucoup plus compliqué. Tu te souviens de la théorie de la relativité d'Einstein? Elle affirme que le temps se déplace par rapport à l'observateur et qu'il n'a pas de valeur constante. Pour mieux comprendre, voici un exemple simple. 10 cheveux sur ta tête. Est-ce beaucoup ou peu? 10 cheveux dans un bol de soupe. Est-ce beaucoup ou peu? Tout est donc relatif et dépend des conditions. La même chose se produit avec le temps et l'espace. Si nous nous déplaçons à une vitesse phénoménale, proche de la vitesse de la lumière, alors le temps ralentit pour nous. La perception du temps devient différente pour une personne qui court et pour une personne qui reste immobile. Si nous nous trouvons à proximité d'un objet lourd, disons 1000 fois plus lourd que le Soleil, le temps à côté de cet objet ralentit également grâce à sa forte gravité. En ce sens, le voyage dans le temps est possible si tu es une personne âgée et que tu rencontres ton ami aussi jeune qu'il y a 50 ans. Pourquoi es-tu si jeune? Oh, j'ai juste volé dans l'espace à une vitesse phénoménale pendant tout ce temps, c'est tout. Mais cela ne veut pas dire que cet ami est resté assis dans son vaisseau durant 50 ans et qu'il n'a pas vieilli. Non, le temps était différent pour lui. Pour toi, sur Terre, 10 ans représentent une longue période. Mais pour lui, ces 10 ans ont passé comme une demi-heure. La gravité et la vitesse courbent le temps. C'est pourquoi l'astronaute Scott Kelly, qui a passé 1 an et demi en orbite, est devenu 5 millisecondes plus jeune que son frère jumeau après être revenu sur Terre. Tout ce temps, Scott l'a passé à l'intérieur du vaisseau volant en orbite à grande vitesse et il était aussi plus éloigné du centre gravitationnel de la planète. Le temps a donc été plus lent pour lui de 5 millisecondes que pour son frère. Objectivement, le temps s'écoule toujours à la même vitesse, mais sa vitesse change à l'intérieur des perceptions des différents observateurs dans des conditions différentes. C'est même l'objet de la théorie de la relativité.
Mais qu'en est-il du saut dans le futur ou le passé, comme dans les films ? Les trous de verre t'aideront à le faire. Il s'agit de quelque chose comme des tunnels qui traversent l'espace et le temps et qui peuvent relier différents segments de temps à différents endroits de l'univers. Ils sont comme des codes de triche qui peuvent briser les lois de l'univers. Les trous de verre sont insaisissables, ont des tailles différentes, sont imprévisibles, apparaissent dans l'espace et disparaissent. Mais leur principal problème est que les trous de verre n'existent que dans la théorie et la science-fiction et n'ont jamais été observés dans notre univers par les scientifiques. Tu ne peux pas t'empêcher de voir des images de pandas rigolos sur ta feuille d'examen. Toutes ces vidéos YouTube de fin de soirée t'ont fait du mal, n'est-ce pas ? Tu griffonnes quelques mots en espérant que quelque chose ait du sens. Tu regardes ta montre et réalises qu'il ne te reste que 10 minutes pour terminer. Le mode panique est officiellement activé. Mais personne ne sait que ta montre contient une pincée de magie. Tu appuies sur le bouton stop de ta montre et tu te détends. Pas d'inquiétude, personne ne va se transformer en poussière et la moitié de l'univers ne va pas soudainement disparaître. Tu figes simplement le temps pour tout et pour tout le monde, sauf toi-même. Tu peux arrêter le temps pendant 1 minute par jour. Après avoir arrêté le temps, tu t'approches de l'un de tes camarades de classe, tu prends une photo de son devoir et tu retournes à ta place. Tu dégèles le temps et écris la bonne réponse. Ouf! Au moins, tu auras la note minimale pour valider ton année. Attention, tu dois savoir que Sympa ne tolère pas qu'on triche à un examen. Ok, on continue. Tu sors de la salle de classe avec un grand sourire sur le visage. Tu vérifies ta montre et elle indique que tu as passé 10 secondes à figer le temps. Il te reste donc 50 secondes pour aujourd'hui. Après l'examen, tu vas chercher quelque chose à manger. Tu te trouves au passage piéton, attendant de traverser la rue. Une fille parle au téléphone et une voiture arrive à toute vitesse vers elle. Tout le monde le voit mais personne ne peut rien faire. Et la voiture n'est plus qu'à quelques mètres d'elle. Tu appuies sur le bouton stop et tout se fige à nouveau. Tu cours vers la fille et la déplaces aussi vite que possible. Puis tu cours jusqu'à l'endroit où tu te trouvais et appuies à nouveau sur le bouton pour dégeler le temps. Tout le monde est confus mais au moins la fille est en sécurité. Cette petite mission de sauvetage t'a pris 10 secondes de plus. Il reste 40 secondes. Tu entres dans un café pour manger un morceau. Dès que tu récupères ton café, tu te retournes et perds l'équilibre. Le gobelet t'échappe des mains et est sur le point de se renverser. Tu appuies instinctivement sur le bouton et le gobelet est littéralement suspendu en l'air. Tu récupères toutes les gouttelettes, les remets dans le gobelet et appuies à nouveau sur le bouton. Tu viens de t'épargner 4 € et un voyage chez le teinturier. Tu réalises que tu as passé 15 secondes à sauver ta boisson. Il te reste 25 secondes pour aujourd'hui. Alors que tu te diriges vers la poubelle pour jeter le gobelet, quelqu'un te bouscule. La boucle se détache et la montre s'écrase sur le sol. Tu la ramasses et tu vois une rayure sur le cadran, ainsi que des pièces qui se sont détachées. Tu rassembles les pièces pour essayer de la réparer. Tandis que tu fais cela, tu vois une mouche à côté de toi et tu fais un geste pour l'écarter. Étrangement, elle ne bronche même pas. Tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde figé dans le temps. La personne qui t'a percuté est arrêtée en plein mouvement. Les pigeons qui mangent des miettes de pain sont figés eux aussi. Tout comme les voitures et les gens. Comme la montre a été endommagée, son pouvoir a été inversé. Tout est en pause et il ne te reste plus que 25 secondes de temps normal. Une fois que tu les auras utilisés, le temps sera figé autour de toi pour toujours. Au début, tu fais de ton mieux pour la réparer, mais tu ne sais pas comment faire. Tu sors ton téléphone pour consulter un tutoriel sur la façon de réparer une montre, mais aucune page ne se charge. Tu rafraîchis, mais rien ne se passe. Internet ne peut fonctionner qu'en temps réel, et 25 secondes ne suffisent pas pour quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'un seul endroit où tu puisses apprendre à réparer des montres dans cette situation. Une bibliothèque. Tu devras te documenter sur le sujet et tout apprendre en partant de zéro. Tu te précipites à la bibliothèque la plus proche qui se trouve sur le campus. Il s'avère qu'il n'y a que quelques livres sur la façon de réparer les montres, et ils ne contiennent aucune des informations dont tu as besoin. Tu trouves un vélo et tu pédales jusqu'à la bibliothèque municipale. Il t'a bien fallu 4 heures pour y parvenir. Une fois arrivé, tu te retrouves devant une multitude de rayons. Tu pourrais facilement repasser en temps réel et demander au bibliothécaire où trouver ce dont tu as besoin. Mais cela pourrait alors prendre plus de temps qu'il ne te reste. Il y a beaucoup plus de livres que tu ne le pensais. Tu pédales jusqu'à chez toi et prends quelques affaires pour dormir et manger. La journée va être longue. Dès que tu es de retour, tu attrapes quelques gros livres qui semblent contenir ce que tu cherches. Aucun réseau social ne peut te distraire puisqu'Internet ne fonctionne pas.
Le temps passe et tu as finalement terminé 2 gros volumes de mécanique. Mais il y a un problème, tu ne trouves pas le volume 3. Ta seule option est de relancer le temps pour faire une recherche rapide sur internet et savoir où il se trouve. Tu ne peux pas télécharger un e-book car cela prendrait beaucoup de temps et il est impossible d'imprimer en temps figé. Tu appuies sur le bouton et le temps reprend son cours ordinaire. Tout le monde a l'air confus en voyant un matelas et des restes de nourriture partout sur le sol de la bibliothèque. Tu fais une recherche rapide sur internet et tu découvres que tu peux commander le livre maintenant et le recevoir le jour suivant. Ok, super. Il s'avère que le livre le plus proche se trouve dans une bibliothèque de la côte ouest. Mauvaise nouvelle car tu es présentement à New York. Et le pire, c'est que la seule source a été mise à jour il y a plusieurs années. Le livre n'est peut-être même plus là. Tu figes à nouveau le temps. Il t'a fallu 10 secondes pour obtenir toutes les informations nécessaires. Tu n'as pas d'autre choix que de partir pour un voyage à vélo qui te prendra environ 6 mois. Aucun autre véhicule n'est à ta disposition. Tu trouves le meilleur vélo et le meilleur équipement possible. Tu prépares des provisions et tu quittes la ville. Tu voyages à travers les montagnes, les marais et les terres arides. Tu fais du vélo à travers des chutes d'eau en suspension et tu traverses de violentes tempêtes, figées également. Tu trouves des abris en intérieur pour dormir car il fait constamment jour. Finalement, tu as pris ton temps pour arriver et tu as profité du voyage pour voir toutes les curiosités du pays. Tu as passé 1 semaine au Grand Canyon et 1 mois à Yellowstone. Tu t'es approché des ours et des loups pour observer les détails de leurs museaux. Tu as même décidé de pédaler jusqu'au Mexique pour voir ses paysages et son architecture. Tu as visité toutes les villes et tous les villages sans te soucier de l'argent ou d'un endroit pour dormir. Attention, Sympa ne tolère pas qu'on utilise des choses sans les payer. Souviens-toi que c'est un voyage imaginaire. Ok, on continue. Après avoir parcouru tout le Mexique, tu as continué jusqu'en Amérique centrale, où tu as pu voir encore plus de sites et de monuments étonnants. Et puisque tu es déjà arrivé jusque-là, pourquoi ne pas continuer à pédaler jusqu'en Amérique du Sud ? Tu peux même rendre visite à ton ami en Argentine. Il ne saura pas que tu es venu, mais ce serait sympa de lui rendre une petite visite. Après avoir bronzé sur une plage du Brésil et fait un peu d'alpinisme en Bolivie, tu te retrouves au point le plus au sud de l'Amérique du Sud et tu admires le voyage que tu as fait. De l'autre côté de l'océan se trouve l'Antarctique. Il est impossible de prendre un bateau et de naviguer jusque là-bas. Tu décides donc qu'il est temps de revenir à tes affaires. D'après tes calculs, il t'a fallu environ 4 ans pour effectuer ce voyage. Mais tu arrives enfin à la bibliothèque. Tu sors ta bouteille d'eau pour boire une gorgée. Mais tu fais accidentellement tomber ta montre sur le sol et le temps repart. Tout le monde est en mouvement. Les voitures klaxonnent. Les chiens aboient. Les gens crient et s'interpellent. Cela fait si longtemps que tu n'as pas entendu une voix humaine. Certaines personnes te regardent fixement. Tu es submergé par toute l'énergie qui t'entoure. Mais tu te reprends vite. Tu tâtonnes pour essayer de retrouver la montre. La voilà. Tu arrêtes le temps, il ne reste que 3 secondes. Tu passes ce qui semble être un autre mois dans cette grande bibliothèque à essayer de trouver le 3e volume. Tu n'as plus le temps de faire une autre recherche sur Internet avec ces 3 secondes. Après l'avoir enfin trouvé, tu passes 2 mois de plus à chercher comment réparer ta montre. Lorsque tu as terminé, il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour que tout redevienne normal. Mais tu décides de pédaler jusqu'à chez toi. Tu nettoies tout le désordre que tu as mis dans la bibliothèque et retournes au café où tout a commencé. Tu rends même le vélo que tu as emprunté. C'est le moment. 3 secondes pour voir si tout ce travail a servi à quelque chose. Tu appuies sur le bouton et tu regardes les secondes défiler. Tu regardes ta montre. 3, 2, 1. Tout revient à la normale. Tu rentres chez toi et enfermes cette montre dans ton tiroir pour ne plus jamais l'utiliser. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Salut, tu sais à quoi je pense ? Bien sûr que non. Eh bien, je pense qu'un jour, quelqu'un inventera enfin une machine à remonter le temps. Et l'on pourra tous voyager dans le passé et dans le futur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, tu as déjà le super pouvoir de ralentir et d'accélérer le temps. Plus tu vieillis, plus le temps semble passer vite. Tout d'abord, la façon dont tu perçois le flux de temps dépend de la quantité d'informations que tu absorbes. Quand tu étais petit, tout était nouveau pour toi. Ta première bouchée de pizza, ta première après-midi sur la plage, la première fois que tu as vu une girafe. Ouais, c'était super. Tout cela demandait beaucoup de puissance cérébrale. Ton cerveau enregistrait chaque nouveau détail dans ta mémoire. Et il semblait que cela prenait plus de temps. Plus tu vieillis, plus ton cerveau a de connexions neuronales. Un peu comme un arbre avec de nombreuses ramifications. Ton arbre continue de grandir et il te faut moins de temps pour traiter la même quantité d'informations.
Tu apprends aussi à ressentir le passage du temps de façon plus précise. Et il y a une explication mathématique. Quand tu as 10 ans, une année représente 10% de ta vie. Attendre un mois entier de plus pour tes cadeaux d'anniversaire semble une éternité. Quand tu as 20 ans, une année ne représente plus que 5% de ta vie. En vieillissant, une année de plus ou de moins devient de moins en moins significative. C'est pourquoi les 5 années entre 5 et 10 ans peuvent sembler aussi longues que les 40 années entre 40 et 80 ans. Ton horloge biologique ne s'arrête jamais de tourner. Ton métabolisme, ton rythme cardiaque, ils ralentissent tous avec le temps. Tu respires moins et tu as moins de battements de cœur par minute. Et tu as l'impression que le temps passe à toute vitesse. Tu peux essayer de tromper un peu le temps et jouer la carte du paradoxe des vacances. Il y a 2 façons différentes de percevoir un événement. Quand il est encore en cours et une fois qu'il est terminé. Lorsque tu es en vacances et que tu découvres et expérimentes de nouvelles choses, le temps semble passer à toute vitesse. Quand tu rentres chez toi, tu as l'impression que cela fait une éternité que tu es parti, alors que ce n'était qu'une petite semaine. Donc si tu essaies de nouvelles choses tous les jours, que tu rencontres de nouvelles personnes ou que tu acquiers constamment de nouvelles compétences, tu vas accélérer le passage du temps, mais l'étirer dans ta mémoire. Pour renforcer l'effet de ralentissement du temps, tu peux passer une demi-heure avant de te coucher à te souvenir de tout ce que tu as fait pendant la journée. Tu seras plus engagé dans le moment présent et même les choses quotidiennes ordinaires te sembleront uniques et nouvelles. Lorsque tu dois rester à la maison pendant une longue période et que tu n'as pas d'emploi du temps à respecter, le temps semble interminable et l'avenir ne semble jamais arriver. Environ la moitié d'entre nous pense que l'avenir se dirige vers nous. L'autre moitié croit que c'est elle qui va de l'avant et que l'avenir est quelque chose de figé et immobile, comme si tu étais un train et que le futur était ta destination finale. Pour savoir dans quel groupe tu te trouves, réponds à la question suivante. Une fête prévue pour vendredi prochain a été décalée de 2 jours. Quand la fête aura-t-elle lieu? Si tu as répondu mercredi, tu penses que tu es immobile et que l'avenir se dirige vers toi. Si ta réponse est dimanche, tu penses que c'est toi qui te diriges vers l'avenir. Lorsque tu attends que quelque chose se passe ou que tu t'ennuies simplement parce que tu n'as rien à faire, ton esprit commence à vagabonder. Tu commences à surestimer tes propres sensations corporelles et le temps semble s'étirer. La faim affecte aussi ta perception du temps. Des scientifiques ont essayé de montrer des photos de dessert à des participants affamés et rassasiés. Ceux qui étaient rassasiés n'ont pas la motivation nécessaire pour faire passer le temps. Ils avaient l'impression qu'on leur montrait les images plus longtemps qu'en réalité. Une autre expérience a prouvé que la nature peut aussi faire en sorte que le temps passe plus lentement pour toi. Les participants qui ont fait une promenade dans la nature ont eu l'impression qu'elle durait plus longtemps que ceux qui ont fait une promenade de même durée en ville. Même regarder des vidéos d'objets naturels impressionnants, comme des chutes d'eau, donne l'illusion que le temps s'est figé. Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, ton esprit est concentré sur ce que tu fais. Tu n'as pas le temps de suivre le passage du temps. Cela fonctionne encore mieux lorsque tu essaies d'atteindre un objectif. Toute cette excitation te donne l'impression que le temps passe vite. Parfois, cela peut te stresser si tu n'arrives pas à comprendre où est passé tout ce temps. Si cela t'arrive au travail, quitte simplement ton bureau ou même le bâtiment pendant au moins 5 minutes. Cela t'aidera à te remettre sur les rails. Tu peux ressentir certains événements de ta vie, surtout ceux qui sont effrayants ou tristes, au ralenti. C'est à cause du fonctionnement de ta mémoire. Lorsque tu vis un moment de peur, ton cerveau active l'un de ses super pouvoirs, remarquer et analyser le moindre détail. C'est pourquoi les personnes qui se retrouvent dans des situations délicates ont souvent l'impression que le temps s'est figé. Ils disent que c'est ce qui leur a donné le temps de réagir correctement et de se sortir du danger. Tu as probablement hérité ce talent de tes ancêtres. Ils avaient besoin de cette aptitude à ralentir le temps pour survivre dans leur vie quotidienne ou pour échapper à ce tigre à dents de sabre. Certaines émotions peuvent accélérer ton horloge interne, d'autres la ralentir. L'incertitude a le pouvoir d'étirer le temps. Lorsque tu attends les résultats d'un examen, 10 minutes peuvent sembler 1 heure, car ton cerveau passe en sur-régime, prêtant attention à chaque détail insignifiant. Lorsque tu fais quelque chose de routinier, le temps passe plus vite. Tu ne ressens généralement pas d'émotions fortes et tu finis par te perdre dans tes propres pensées. Lorsque tu fais quelque chose d'unique, comme te produire sur scène, tu prends pleinement conscience de toi-même et tu te concentres fortement sur chaque moment. C'est pourquoi le temps semble se figer. Quand on te donne une échéance, aussi lointaine soit-elle, tu ne peux pas être pleinement dans le moment présent. Ton esprit est obsédé par l'accomplissement de la tâche
et ne remarque pas les détails comme la faim, la soif ou la fatigue. Les distractions sont essentielles pour empêcher le temps de s'enfuir. Si tu regardes trop l'horloge, tu peux éprouver ce qu'on appelle l'illusion de l'horloge arrêtée. Lorsque tu es occupé à quelque chose et que tu jettes un coup d'œil à une horloge, la trotteuse semble se figer. Puis, le temps redémarre en quelque sorte. Cela se produit parce que lorsque tu déplaces rapidement tes yeux d'un objet à l'autre, il y a une courte pause dans ta vision. Lorsque cela arrive, tu sors de ton mode automatique, tu t'embrouilles et ta notion du temps est bousculée. Pour le ressentir, étire tes bras devant toi et déplace rapidement tes yeux d'un index à l'autre. Quand tu le feras, tu remarqueras un petit moment de néant. Ton cerveau essaie de toujours te donner une image homogène de ce qui se passe autour de toi. Et quand tes yeux bougent si vite, il y a une pause qui doit bien être remplie par quelque chose. L'horloge interne de ton corps est plutôt bien huilée. Combien de fois t'es-tu réveillé quelques secondes avant ton réveil ? Le mot scientifique pour désigner cela est le rythme circadien, et il dicte quand tu es actif et quand tu dois aller te coucher. Il est régulé par une protéine spéciale qui a besoin de routine pour bien fonctionner. Si tu te couches et te réveilles à la même heure tous les jours, la protéine adaptera ton corps à ton nouvel horaire. Si tu dois te réveiller très tôt de façon exceptionnelle, mettons pour un avion, tu y penses beaucoup la veille. Ton corps sait à quelle heure tu as réglé ton réveil et il augmente ton niveau de stress environ 1 heure avant que tu doives réellement te lever. Lorsque tu appuies sur le bouton snooze, tu gaspilles tout le travail que ton corps a fait pour te réveiller. Ton horloge interne commence à tourner dans le sens inverse, tes hormones s'affolent et tu te sens plus endormi que jamais. Plus tu appuies sur snooze, plus la situation empire. Le moyen le plus simple de voyager dans le temps est de prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage d'un gratte-ciel. Le temps s'écoule plus vite là-haut, car la gravité s'affaiblit à chaque étage. Mais avant que tu ne t'excites trop, sache que l'on ne parle que de quelques fractions de nanosecondes. Tu pourrais essayer de déménager sur une planète lointaine si tu voulais vivre plus longtemps. Mais cela ne ferait pas non plus une énorme différence. Tu pourrais vivre jusqu'à 200 années de Mercure, mais personne ne serait là pour t'organiser une fête d'anniversaire.